Et pour parler de la situation en RDC, nous sommes avec Alphonse Mendo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Kisangani. Vous êtes également un proche du docteur Denis Mukwege, ancien candidat à la présidentielle et prix Nobel de la paix. Que pensez-vous de cet échange entre le président Tshisekedi et Massad Boulos, les ressources congolaises contre une aide sécuritaire? Alors, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque si vous avez de moyens, vous avez des ressources, il faut pouvoir vous en servir pour votre bien. Et en l'occurrence ici, la sécurité, c'est un bien fondamental pour la RDC, surtout en ce moment où le pays fait face à une crise sécuritaire très grave, accompagnée d'une crise humanitaire très aiguë et qui dure depuis trop longtemps, 30 ans. Donc je pense que on peut mobiliser toutes les ressources nécessaires du pays pour pouvoir faire face à ça. Mais maintenant, la question qui se pose, il ne faut pas qu'on puisse brader ces ressources pour la sécurité. Il faut quand même qu'on puisse négocier cela dans des conditions qui soient favorables aussi à la RDC, puisqu'il faut le savoir, ce sont des ressources qui sont épuisables. Et donc, si on les brade aujourd'hui, ça s'épuise sans qu'il y ait évidemment des incidences sur la vie des Congolais, les populations congolaises. Alors, on va laisser au pays, aux générations futures, une terre exsangue et qui ne pourra même pas être disponible pour l'agriculture parce qu'il faudra des milliards qu'on n'a pas pour pouvoir dépolluer et les rendre arables. Donc, c'est une bonne idée, mais il faut vraiment négocier que ça puisse être gagnant-gagnant pour la sécurité contre l'accès aux ressources. En attendant, vous qui habitez Kisangani, est-ce que vous craignez que le M23 prenne prochainement cette grande ville? On sait que ces dernières décennies, certaines rébellions avaient pris Kisangani. Oui, la crainte, elle est là, elle est bien réelle, puisque les M23, disons, l'AFC M23 n'a pas caché ses intentions. Et en tout cas, le mouvement a multiplié des signaux et des communiqués pour dire qu'il avait Kisangani comme cible après la chute de Goma et de Bukavu. Et donc, on a vu aussi que les M23 a pris possession d'un axe routier majeur, la RN3, au niveau de Walikale Centre, donc il ouvrait directement la voie sur Kisangani. Il n'y avait plus qu'une seule agglomération entre Kisangani et Walikale Centre, c'est Lubutu. Et on a vu aussi qu'il y a beaucoup de déplacés, y compris aussi de forces du gouvernement qui sont arrivés à Kisangani, ce qui a accru, si vous voulez, la pression sur la population. On se retrouve avec plus de 600 000 déplacés qui sont à Kisangani, 600 000 personnes, et qui s'ajoutent aux 1 500 000 personnes. Et donc, si jamais les M23 s'hasardaient à attaquer Kisangani, ce serait une catastrophe humanitaire majeure pour la ville de Kisangani. Selon vous, le but du M23, c'est de contrôler les régions de l'Est riches en minerais, on l'a vu, ou d'aller sur Kinshasa et renverser le pouvoir? Alors, donc, si vous voulez, il y a deux objectifs dans ces mouvements. Vous avez les M23 en tant que M23 qui dit que pour lui, c'est juste sécuriser les populations du Nord et du Sud Kivu, en particulier les populations rwandophones. C'est aussi le discours que porte le Rwanda. Et vous avez aussi l'AFC, qui est incarné par l'ancien président de la CENI. Et pour eux, le discours, c'est beaucoup plus politique. C'est d'aller à Kinshasa pour prendre le pouvoir. Et donc, s'il faut aller par Kinshasa, ils ne peuvent pas ne pas passer par Kisangani. Avant d'arriver à Kinshasa, sur cette voie-là, il y a Kisangani. Et Kisangani, justement, ce serait aussi une prise, même si l'intention n'est pas de prendre Kinshasa, Kisangani serait une prise majeure, puisque c'est une grande cité et qui joue un rôle stratégique dans la région, si vous voulez, la croisée de chemin entre le nord et le sud, entre l'ouest et l'est. Et donc, si vous prenez ça, c'est la troisième ville du pays, qui était aussi une ville avec une histoire très, très, très particulière. Et donc, ça serait une grosse prise et ça pousserait, si vous voulez, ça donnerait à l'AFC M23 les moyens de faire encore davantage de pression sur le gouvernement pour obtenir plus de concessions du gouvernement. Et ce serait vraiment très, très, très grave. Et donc, nous restons très, très, très vigilants par rapport à cette question. Actuellement, il y a une médiation du Qatar entre les délégations de Kinshasa et le M23. A-t-elle des chances de réussir, selon vous? Alors, pour moi, ces médiations ne peuvent réussir que si
il y a effectivement des moyens de pression sur les partis qui se battent. Sur le Rwanda d'abord, parce que c'est lui le principal acteur dans cette affaire. Et est-ce suffisant, la pression exercée actuellement? Alors, je pense que la pression n'est pas encore suffisante. Et c'est tant mieux, puisque si vous mettez toute la pression en une fois, après, vous risquez de manquer des moyens d'action. Et donc, c'est par exemple ce que j'ai compris, parce que lorsque l'Union européenne a pris des mesures, des mesures restrictives, sans prendre d'abord des sanctions, puisqu'il faut se réserver les moyens pour pouvoir agir. Si ça ne marche pas, on va crescendo. Si vous donnez tout à la fois, si ça ne marche pas, vous faites quoi? Et donc, je comprends que ces pressions qui sont faites, si vous voulez, à petite dose, sont plus efficaces pour donner un message qu'on n'accepte pas. Il y a bien, dans cette situation, une violation grave du droit international tout court, parce qu'il y a un territoire souverain qui a été violé par des forces d'un État voisin qui s'appelle aujourd'hui le Rwanda. Et on ne parle pas assez de l'Ouganda, qui fait pratiquement les mêmes actions sur le territoire congolais. Ensuite, il y a aussi violation du droit humanitaire. Et vous avez vu combien de gens sont, si vous voulez, on a même bombardé des camps déplacés où il y avait des milliers, des centaines de milliers de gens qui étaient là. Et donc, on prive encore beaucoup de gens de nécessaires accès à l'eau, accès à l'électricité, accès aux soins médicaux. Les infrastructures ont été détruites à Bukavu et à Goma. Et il y a aussi des exécutions sommaires. Vous avez suivi les derniers rapports de Nations Unies autour de la question. Donc, le bilan est très lourd. Et donc, il faut faire. Et ce qu'il faut faire, il faut que les pressions s'accentuent pour que, au moins pour un départ, que la résolution des Nations Unies, la résolution 2773, soit appliquée. Et un gouvernement d'union nationale comme le prône Félix Tshisekedi, même si certains grands partis s'y opposent. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que le moment n'est pas choisi pour avoir un gouvernement d'union nationale en ce moment. Qu'est-ce que voudrait dire un gouvernement d'union nationale lorsque vous avez une bonne partie du territoire national qui est occupée? Et union nationale, ça signifie qu'il faudrait qu'on ait toutes les forces. Or, en l'occurrence, je ne vois pas les M23, l'AFC et les autres groupes qui occupent des territoires entiers participer à ce gouvernement. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs